Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier cours de compilation. Donc on va commencer par donner quelques éléments introductifs. Donc l'objectif de ce cours, tout d'abord, c'est d'étudier le fonctionnement d'un compilateur pour un langage impératif vers une architecture de type séquentiel. Donc les éléments, les modèles, les algorithmes que je vais vous donner sont extrêmement généraux, mais peuvent s'appliquer en particulier, et c'est ce qu'on verra en TD et en TP, à la traduction d'un sous-ensemble du langage C vers une architecture de type x86 64 bits, donc typiquement les processeurs que vous avez à l'intérieur de vos ordinateurs portables. Donc comme je viens de vous le dire, il est question d'étudier les modèles, hein, donc en particulier les schémas de traduction, les algorithmes et les outils, pour traduire un programme en code machine qui soit à la fois correct, hein, c'est-à-dire qui soit équivalent au programme donné en entrée, et efficace, c'est-à-dire qui utilise autant que possible les caractéristiques de l'architecture cible, donc le jeu d'instructions, la bonne utilisation du cache, les registres, etc., etc. Donc les compétences que vous allez acquérir à l'issue de ce cours, bah, c'est d'abord la bonne compréhension du fonctionnement d'un compilateur pour un langage impératif. Ces compétences vous donneront la capacité d'intégrer une équipe de développement et de maintenance d'un compilateur. Et puis, c'est certainement l'une des compétences principales que vous allez acquérir, ça vous donnera des éléments pour optimiser et débugger un programme de manière beaucoup plus avancée. Alors dans ce cours, on va tout d'abord commencer par regarder un compilateur simple. Donc en l'espace d'un cours, d'une séance d'1h20, on va voir suffisamment d'éléments pour pouvoir comprendre en largeur comment fonctionne un compilateur pour un sous-ensemble vraiment très simple du langage C qui n'utilise pas de fonction et qui manipule exclusivement des données de type entière. Ensuite, au fur et à mesure du cours, on va raffiner ce compilateur en ajoutant des fonctionnalités. Donc dans le deuxième cours, on verra comment compiler des fonctions. Pour avoir la récursivité par exemple. Ensuite, on verra comment ajouter des données structurées, donc les structs, les tableaux. On verra ensuite comment optimiser le code qu'on a produit. Et enfin, on verra de quelle manière générer du code machine. Alors à nouveau, c'est des algorithmes généraux qu'on vous donnera, mais on verra comment instancier ces algorithmes-là dans le cas particulier de l'architecture x86 64 bits. Alors, on va commencer par une question un petit peu polémique. À quoi ça sert finalement d'étudier les compilateurs? Alors, imaginez une seconde qu'il n'y ait pas de compilateur, bah, c'est pas compliqué, il n'y aurait pas de système informatique du tout, hein, pour une raison très simple, c'est que la totalité des systèmes informatiques sortent des entrailles d'un compilateur. Alors on sait très bien que les compilateurs génèrent des logiciels, hein, donc la plupart, on peut pas dire l'écrasante majorité des logiciels que vous utilisez ont été générés par un compilateur, sauf bien sûr les logiciels qui sont écrits dans l'assembleur pur, mais bon, on va pas rentrer dans ce détail-là, et c'est quand même extrêmement rare. En particulier, les compilateurs permettent de générer le système d'exploitation, hein, le système Linux en particulier écrit dans le langage C. Alors, à nouveau avec de l'assembleur inline, mais enfin majoritairement c'est du langage C. Et alors ce qu'on sait un peu moins, c'est que les compilateurs peuvent aussi générer du matériel. Alors là, c'est des compilateurs un peu particuliers, hein, qu'on appelle des compilateurs de silicium, donc qui lisent en entrée un langage de description d'architecture, hein, de description matérielle, et qui produisent euh, en partie des composants de votre processeur. D'accord. Alors là, on peut continuer la généralisation. Le compilateur va donc en particulier aussi générer les chips spécialisés, équipent les réseaux, donc bah, typiquement les routeurs, etc. etc. D'accord. Donc vous voyez que le champ d'application du compilateur est extrêmement large et ça en fait un outil qui est extrêmement stratégique. Donc, comme je viens de le dire, hein, le compilateur en fait détient le pouvoir. D'accord. Donc ça signifie que si on voulait attaquer un système, bah, il faudrait commencer par attaquer son compilateur. Ok. Vous voyez que si vous attaquez le compilateur, bah, c'est terminé. Le compilateur va verrouiller en fait la totalité finalement du système informatique. Donc le corollaire de ça, c'est qu'il ne peut pas y avoir de sécurité informatique sans garantie très forte sur le compilateur, hein, sans certification du compilateur. Donc c'est un champ de recherche qui est extrêmement riche. Alors, une autre conséquence de tout ça, puisque le compilateur est à ce point central, hein, c'est qu'il est absolument indispensable que le compilateur soit correct, hein. C'est-à-dire qu'il génère un système qui est équivalent fonctionnellement à la description, hein, au programme. Si jamais c'était pas le cas, bah, ça voudrait dire simplement que le compilateur est buggé, hein, il introduit des bugs en fait, hein, dans ce qu'il génère.
indépendamment du programme source. Et ça, c'est un enfer en fait, hein. C'est vraiment une plaie, un compilateur buggé, parce que vous pouvez tordre le programme dans tous les sens que vous voulez, et ben, à l'arrivée, vous aurez toujours des bugs, hein. Deuxième propriété qui est extrêmement importante, c'est l'efficacité du compilateur, hein. Il est important que le compilateur génère un code, alors pas forcément parfait, mais à minima, qui utilise le mieux possible les ressources de l'architecture cible. Okay. Si jamais par malheur le compilateur était totalement inefficace, ben, c'est la même chose, en fait, vous pourriez tordre le programme autant que vous voudriez, à l'arrivée vous aurez toujours quelque chose d'inefficace. Okay. Donc il faut au minimum avoir la garantie de correction et d'efficacité, c'est absolument alors les livres que je vous conseille, hein, pour aller plus loin avec les compilés, ces deux livres-là. Le premier, c'est vraiment l'ouvrage de référence en compilation, hein, c'est ce qu'on appelle le Dragon Book, hein. Pourquoi Dragon? Bah, parce que ici vous avez un magnifique dragon, hein, c'est quelque chose d'historique en fait, hein. Depuis les premières versions, vous avez un dragon qui a un petit peu évolué. Euh, donc ce livre, c'est une bible sur les techniques de compilation, hein. Vous avez pas tout dedans évidemment, mais c'est un livre qui est très très complet. Et puis un deuxième livre qui est un peu moins complet que le Dragon Book, mais qui raconte une histoire et qui est à mon avis beaucoup plus pédagogique, hein. C'est celui-ci, donc Modern Compiler Implementation in C, qui a été écrit par Andrew Apple. Pour continuer avec cette vue d'ensemble, les étapes de la compilation, alors vous avez en fait deux grandes étapes dans la compilation, hein. Vous partez du programme source, écrit en C. La première étape consiste à traduire ce programme source en pseudocode, et puis ensuite vous avez une deuxième étape, hein, qui va traduire le pseudocode en code machine. D'accord? Donc la première étape, c'est ce qu'on appelle le front-end, et puis la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le back-end. Alors ça a l'air un petit peu bizarre, a priori, de diviser les étapes de la compilation comme ceci. En fait, par derrière, il y a une motivation de type génie logiciel. Vous voyez, comme le pseudocode est totalement indépendant de l'architecture cible, bah, ça va vous permettre de recibler facilement en compilateur, hein, aussi bien en entrée, si vous voulez par exemple ajouter un nouveau langage, compiler un nouveau langage vers l'architecture cible, bah, il suffit simplement d'écrire un front-end pour ce nouveau langage. Imaginez par exemple, vous voulez compiler du Python, bah, il suffirait d'écrire un front-end Python. Et puis même chose, vous pouvez recibler la sortie du compilateur, si par exemple vous voulez viser une architecture différente, au lieu de viser x86-64 par exemple, si vous vouliez viser, je sais pas moi, un processeur Motorola, bah, il suffirait d'écrire un back-end pour le processeur Motorola. Alors évidemment, quand on cherche à construire un compilateur, la première question qu'il faut se poser, c'est quel code intermédiaire, quel pseudocode? D'accord? Alors ce pseudocode, en fait, c'est quelque part un code pour une machine abstraite, hein, et donc il existe, comme vous l'imaginez, plusieurs modèles, hein, de machines abstraites, hein. Le premier modèle, c'est la machine à pile. Alors la machine à pile, elle réalise toutes ses opérations sur une pile. Voilà. C'est aussi simple que ça, hein. On pourrait tout résumer avec cette boutade, hein. Donc vous avez une pile qui va stocker les résultats intermédiaires et toutes les opérations se font sur la pile. Alors regardons par exemple ce petit fragment de programme C. Donc c'est y reçoit moins 1 fois x avec x et y de variables. On pourrait le traduire dans le code pile suivant. Alors on va regarder un petit peu ce que ça donne. Là on empile moins 1, mpush ça empile une valeur immédiate, hein, d'où le m, une valeur immédiate c'est une constante. Ensuite on empile la valeur de x, donc sur la pile il y a moins 1 et x. On applique la multiplication, donc qui va dépiler les opérandes, qui multiplie les deux opérandes et qui empile le résultat, et donc il suffit de dépiler le résultat pour affecter y. Okay. Alors, l'avantage de cette machine à pile, on va le voir puisqu'on va commencer par générer du code pour cette machine, c'est que la génération de code est très simple, d'accord? Les schémas de traduction sont vraiment très simples, ils s'écrivent en quelques lignes. Par contre, le back-end est non standard, parce que généralement les machines à pile sont des machines virtuelles, et il n'est pas vraiment question de traduire du code pile vers du code x86 à travers un back-end. Donc les techniques de back-end sont relativement peu étudiées pour la machine à pile. Alors, le deuxième type de modèle de machine, c'est ce qu'on appelle la machine à registre, qui elle est vraiment très répandue. Dans GCC par exemple, vous avez une machine à registre, hein. Alors, pour la machine à registre, c'est la même chose que la machine à pile, hein, sauf qu'au lieu d'utiliser une pile, hein, pour stocker les valeurs intermédiaires, on utilise des registres, hein, comme vous l'avez compris. Alors, les registres ici sont des registres virtuels, hein. On appelle ça des temporaires aussi, quelquefois, hein, les registres, hein, indifféremment, hein, donc soit registre virtuel, soit temporaire. On suppose qu'il y a un nombre infini de registres, hein. Alors le code est, j'ai envie de dire, à peine plus difficile à générer que pour la machine à pile, et le gros avantage, c'est que les techniques de génération de code, c'est-à-dire de traduction après vers une vraie machine,
Alors donc si on reprend notre petit exemple de la petite affectation du programme C, hein, y reçoit moins 1 fois x, bah voilà un exemple de code pour la machine ARGIS qu'on pourrait générer. Vous voyez que c'est pas trop différent de la machine à pile, hein. Si on énumère les différences, la première c'est qu'on va utiliser des registres au lieu d'utiliser la pile, hein, c'est logique. La deuxième c'est qu'on adresse explicitement la mémoire. D'accord, c'était vraiment l'avantage de la machine à pile, en fait, c'est qu'on masque la complexité de la mémoire en utilisant uniquement les opérations pour empiler et pour dépiler. Alors que là, on est quand même obligé d'adresser la mémoire. Donc ça rajoute de la puissance, mais ça a certains coûts en fait en termes de complexité de génération. Alors, donc maintenant la question, c'est quel modèle de machine on va retenir pour notre courbe. En fait, les deux. Ok, on va commencer d'abord par regarder la machine à pile parce qu'elle est plus simple, hein. Donc ça va nous permettre de décrire vraiment très simplement les modèles, hein, les schémas de traduction pour notre compilateur simple et pour la compilation des fonctions. Et puis ensuite, on réécrira tout ça avec la machine à registre et puis on ajoutera la compilation des données structurées. D'accord. La partie d'optimisation de code et la génération de code machine, elle, sera décrite exclusivement pour la machine à registre, hein, parce que ce sont des techniques standards à nouveau, hein. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de ces étapes de compilation. Donc regardons pour commencer l'étape front-end, hein, qui prend le programme source et qui le traduit vers ce pseudocode, à nouveau aussi indépendant que possible de l'architecture cible. Donc ce front-end se divise généralement en 3 étapes, alors c'est pas tout le temps comme ça, hein, c'est vraiment les étapes principales, hein. La première étape, c'est l'analyse du texte. Bah oui, parce qu'en entrée, le programme, c'est un fichier texte, hein, donc c'est une longue chaîne de caractères. Donc la première étape, c'est de construire l'arbre qui correspond au programme, hein. Vous savez, un programme, c'est un arbre, hein, fondamentalement, hein, parce que c'est décrit avec une grammaire d'arbre. Donc on commence par reconstruire l'arbre. Donc c'est là qu'on va utiliser les outils Laxeyac ou Flex et Bison que vous avez dû étudier dans le cours grammaire et automate. Ensuite, on va parcourir cet arbre pour réaliser différentes opérations. La première opération, c'est une opération dite d'analyse statique, d'accord? C'est-à-dire qu'on analyse l'arbre du programme et on va inférer des propriétés. Alors là, les propriétés sont pas très compliquées, c'est uniquement des propriétés de correction. On va vérifier que le programme est bien formé, c'est-à-dire que les arguments des fonctions sont bien du bon type. Là, par exemple, j'ai une multiplication, ben, on va vérifier qu'elle prend bien deux nombres, soit des entiers, soit des flottants, voilà. C'est ce que fait le contrôle statique. Alors, il n'y a pas que ça, hein, le contrôle statique peut réaliser d'autres choses, mais là, ce qui va nous intéresser, c'est le contrôle de type. Ensuite, on va parcourir l'arbre pour générer. Ce sera un parcours d'arbre et on va l'expliciter tout au long de ce cours. Ok. Alors ensuite, maintenant pour la partie back-end, hein, le back-end se divise en 3 étapes principales. La première étape part du pseudocode, hein, et fait ce qu'on appelle une sélection d'instructions. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, une des propriétés importantes du compilateur, c'est qu'il doit générer un code efficace. Efficace, ça veut dire qu'il doit bien utiliser et les instructions de l'architecture cible, et les registres, évidemment, hein, parce que vous savez que c'est beaucoup moins cher d'accéder à un registre qu'accéder à la mémoire. Donc on commence d'abord par sélectionner les meilleures instructions possibles pour réaliser le calcul. C'est ce que fait la sélection d'instructions. Ici, vous voyez, c'est pas très compliqué, on a juste une multiplication, donc on va utiliser mul, hein. Voilà, il n'y a pas 36 possibilités, mais ça pourrait être plus complexe. Si c'était plus 1, par exemple, on pourrait utiliser l'instruction d'incrémentation, au lieu d'utiliser l'instruction add, hein. Ensuite, on va réaliser ce qu'on appelle un ordonnancement. Alors, on aura le temps de détailler ce que ça signifie. En fait, tous les ordres d'exécution ne se valent pas, et certains ordres sont meilleurs que d'autres. Et quand on a ordonnancé les opérations du programme, on a fixé cet ordre, on va faire ce qu'on appelle l'allocation des registres, hein. Vous voyez que une fois qu'on a fait l'ordonnancement, on a du code assembleur, mais qui est un petit peu bâtard, hein, parce qu'il n'utilise pas vraiment des registres, il utilise encore les temporaires de la machine à registre. Donc on va allouer en fait ces temporaires à des vrais registres. Par exemple, T0 est mappé sur RAX, hein, et T1 serait mappé sur RBX ici, hein. Voilà. Et au final, donc on tombe sur le code final qui est prêt à être exécuté sur l'architecture cible. Donc voici les grandes étapes de la compilation. Alors, quand on cherche à implémenter un compilateur, évidemment, la deuxième question qu'il faut se poser après la machine cible, c'est quels outils on va utiliser. Alors, il existe des outils qui sont déjà prédéfinis et qui fonctionnent très bien pour analyser le texte et puis réaliser les étapes de parcours d'arbre qu'on a décrit tout à l'heure. Ces outils, ce sont les outils Flex et Bison que vous avez vus dans le cours grammaire et automate.
Concernant la deuxième partie, donc la partie amélioration, optimisation du pseudocode et la partie back-end, on peut, généralement on l'implémente en langage C, voire en langage C++. Alors maintenant, on va donner quelques petits rappels sur la manière dont on doit analyser le texte. Alors pour l'essentiel, c'est des choses que vous avez dû voir dans le cours grammaire et automate, donc c'est vraiment des rappels, hein. Alors la première chose à faire quand on veut quand on veut écrire un compilateur pour un langage de programmation, c'est de donner une spécification de ce langage de programmation. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le langage de programmation, les langages de programmation génèrent des arbres, d'accord? Or les arbres sont très bien décrits au moyen de grammaire hors contexte. Voici un exemple de grammaire hors contexte. Donc cette grammaire, c'est un objet particulier puisque c'est un générateur, hein. La grammaire, en fait, elle est constituée de deux types de symboles. Vous avez d'abord des symboles non terminaux qui commencent les règles, et puis ensuite vous avez la partie droite, hein, qui est la partie avec laquelle on va substituer le non terminal quand on applique ce qu'on appelle une réécriture. Donc dans cette partie-là, vous pourrez avoir des symboles non terminaux qui pourront à leur tour être réécrits, donc le E qui est ici par exemple pourrait être réécrit en N, et vous allez avoir des symboles que vous allez trouver dans le texte du programme, hein, c'est-à-dire des symboles terminaux ou des lexèmes ou des tokens, hein, si on utilise la terminologie anglaise. Donc vous allez avoir parmi ces symboles non terminaux un symbole particulier qu'on appelle un axiome, à partir duquel vous allez partir, et en appliquant de la réécriture, c'est-à-dire en substituant le symbole terminal par la partie droite de la règle de grammaire, bah, vous allez générer des mots. D'accord? Donc là, le mot, ça va être un programme, hein. Notre programme, là, ici, par exemple, ce serait n plus n plus n. Donc vous voyez en fait que l'enchaînement de ces applications de règles, on peut les résumer au moyen de ce qu'on appelle un arbre de dérivation. Okay, et ça va être ça en fait l'arbre qu'on va devoir parcourir pour réaliser notre génération de code. Donc le but de l'analyse du texte, hein, ce qu'on appelle l'analyse syntaxique, ça va être de reconstruire cet arbre de dérivation. Alors évidemment, on n'a pas directement les lexèmes en entrée, hein, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on a un fichier texte, hein, qui contient le programme. Donc la première étape, hein, bah, ça va être de débroussailler un petit peu le fichier texte au moyen de ce qu'on appelle une analyse lexicale, qui va transformer le flot de caractères du fichier texte en un flot de lexèmes. D'accord? Donc là on va avoir le lexème n. Alors évidemment on est obligé de se rappeler la valeur de n, donc on va associer à ce lexème un attribut, qui va être ici de type entier. Ensuite on a le lexème plus, le lexème 2, etc. etc. Et maintenant que j'ai ce flow de lexème, donc celui-là, 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 et bien je vais pouvoir appliquer mon analyse syntaxique qui va me retrouver l'arbre de dérivation correspondant si jamais évidemment ce flow de lexème correspond à un mot du langage, d'accord? Un programme valide. S'il n'est pas valide, mon analyse syntaxique va me dire qu'il y a un problème. Alors évidemment, on n'implémente pas directement à la main, on pourrait le faire, hein, mais on n'implémente pas directement à la main ces deux analyses. On peut utiliser ce qu'on appelle des langages métiers, ou des Domain Specific Language, ou DSL, qui vont être capables de générer automatiquement l'analyseur lexical et l'analyseur syntaxique à partir d'un script, d'une description. Donc pour l'analyse lexicale, l'outil est Flex, Lex comme analyse lexicale, et pour l'analyse syntaxique, l'outil est Bison. Alors, donc, si on regarde un peu plus dans le détail comment fonctionnent ces deux outils, hein, bah, on prend simplement pour l'analyse syntaxique une spécification de la grammaire qu'on rassemble dans un fichier .y, donc .y comme YAC parce que c'était un peu le nom historique de cet outil. Ensuite, on applique l'outil et c'est un compilateur l'outil, hein, donc à la sortie, on va avoir un programme C qui est l'analyseur syntaxique pour cette grammaire. Ensuite, on a une spécification des lexèmes en entrée, donc l'entier et l'addition, qu'on rassemble dans un fichier .l, on applique flex, et en sortie, on a un analyseur lexical. Donc ce qu'on voit en fait, c'est qu'il faut quand même raccorder ces deux outils, puisqu'à la sortie de l'analyseur lexical, on va fournir des lexèmes qui vont être lus par l'analyseur syntaxique, donc il faut qu'ils partagent les mêmes lexèmes, il faut quelque part qu'ils aient la même spécification. Donc la spécification des lexèmes, par convention, elle est générée par l'outil Bison. Elle doit être spécifiée à l'intérieur du fichier .y, donc en sortie on va avoir un fichier .h, hein, c'est un programme C, hein, qui va simplement donner un type énuméré qui contient les lexèmes et qui va devoir être inclus par l'analyseur lexical pour assurer la bonne connexion de l'analyseur lexical vers l'analyseur syntaxique. Alors maintenant, à quoi ressemble pour de vrai un fichier de spécification? Alors pour Bison, c'est pas très compliqué, on commence déjà par déclarer les tokens. Alors ici, il peut y avoir deux types de tokens, hein, de symboles terminaux. Il peut y avoir l'entier n,
Donc tk-val, tk pour token, val pour valeur, et puis il peut y avoir aussi l'addition, tk+. Ok, alors ensuite, on spécifie l'attribut qui est associé à la valeur, hein, je l'ai dit tout à l'heure, il faut retenir la valeur entière qui est associée à tk-val. Donc on va associer un attribut en utilisant la directive %type, et en paramètre ici, on met le type de l'attribut. Les différents types d'attributs sont spécifiés par %union, donc là ça signifie que integer, c'est un attribut de type entier, donc on peut réutiliser dans la directive %type. Ensuite, on spécifie la grammaire, donc on donne l'axiome de la grammaire, donc le symbole terminal à partir duquel il faut partir pour faire les dérivations, et on décrit les différentes règles de grammaire. Donc là, par exemple, on a E, alors il n'y a pas la flèche en fait ici, hein, il y a 2 points, hein, donc en gros l'idée c'est de dire que pour définir E, on peut avoir E plus N ou bien N, d'accord? Pour définir E, 2 points, on peut avoir E plus N, ou bien, avec le tube, N, des points-virgules. Donc même chose, hein, on met en général une expression régulière, et puis on dit que pour cette expression régulière, on va retourner le token, ici l'addition c'est juste plus. Pour les entiers, il faut une expression régulière qui décrit un entier, hein, c'est-à-dire au moins un chiffre, hein. Il peut y avoir plusieurs chiffres, hein, c'est le plus qui est ici. Alors ici la petite manip un petit peu délicate, c'est de mettre comme attribut à ce lexem l'entier qu'on a lu, donc c'est réalisé par la ligne qui est ici. D'accord, on récupère le texte qu'on a lu, le texte on le traduit en entier, puis on le colle comme attribut integer de tk-val. D'accord? Voilà, donc si vous voulez avoir davantage de détails sur Flex et Bison, je vous recommande cet ouvrage, Flex et Bison aux éditions Aurélie, qui doit être disponible dans la bibliothèque de l'INSA. Alors maintenant, je vais vous donner quelques petits rappels sur la manière dont Bison va analyser le texte en entrée, pour déterminer si oui ou non il est correct. L'intérêt de ce rappel, c'est que ça va permettre de décrire la mécanique des grammaires attribuées juste après. Alors essentiellement, quand on a une grammaire, et en entrée un programme, hein, un mot, pour déterminer si le mot est reconnu par la grammaire, la première technique c'est de partir de l'axiome de la grammaire et puis d'essayer d'appliquer des règles de dérivation jusqu'à retomber sur le mot. C'est ce qu'on appelle l'analyse descendante, hein, parce qu'on descend de l'axiome de la grammaire vers le mot en entrée. La deuxième technique consiste à faire la même chose à l'envers, c'est-à-dire on part du mot, d'accord, donc on va construire au fur et à mesure, et puis on essaie d'appliquer à l'envers les règles de la grammaire jusqu'à remonter sur l'axiome, d'accord? Et puisqu'on remonte, on appelle ça une analyse ascendante. Donc on voit que pour faire une analyse ascendante, on va avoir besoin de 2 opérations. La première opération, c'est accepter un nouveau token sur le flow d'entrée. D'accord? Donc on appelle ça un shift, c'est un décalage en fait. Tac, on accepte ce token sur le flow d'entrée. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir si ce token correspond à un membre droit de ma grammaire. Donc là, c'est pas E plus N, hein, par contre c'est N ici. Donc si ça correspond à un membre droit, on va pouvoir appliquer la règle à l'envers et substituer à membre droit. Cette substitution, c'est ce qu'on appelle une réduction. D'accord? Là, on dit qu'on a réduit en utilisant la règle numéro 2. Ok, donc ensuite on va continuer à shifter les tokens sur le flow d'entrée. Donc là on va shifter plus et on va shifter N2 ici, on shift 2. Et donc là, essentiellement on shift jusqu'à ce qu'on reconnaisse à nouveau un membre droit. Donc là on a reconnu E plus N et on va pouvoir appliquer la règle à l'envers en substituant E plus N par E, etc. etc. Et là on voit qu'en appliquant successivement ces règles, on remonte jusqu'à l'axiome et donc ce mot est accepté par la grammaire. Alors, je vous expliquais tout à l'heure que pour n ici, on est obligé de coller un attribut à n pour pouvoir se souvenir de la valeur de n. Alors ce qui est vraiment très puissant avec les grammaires, c'est qu'on peut aussi coller un attribut aux non-terminaux. Donc pour ça, on va utiliser la même syntaxe que pour n. Donc on va utiliser la directive %type, et on dit qu'on colle un attribut integer, donc de type entier, au non-terminal e. Ok ? Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque instance du non-terminal dans l'arbre de dérivation va avoir un attribut différent. Et là maintenant la question c'est comment on fait pour les calculer, ces attributs. Alors pour les calculer, on va ajouter ce qu'on appelle des actions ou des actions sémantiques à la grammaire, qui à chaque fois qu'on va réaliser une réduction, vont déterminer en fait la valeur affectée au non-terminal vers lequel on réduit. D'accord? Donc là typiquement ici, je réduis la règle numéro 2, et pour déterminer l'attribut du non-terminal vers lequel je réduis,
J'exécute ce code, et ce code me dit quelle est la valeur. La valeur cible, en fait, de E, c'est $$, et je la calcule à partir de la valeur des attributs, des symboles du membre droit. D'accord? Donc l'attribut du premier symbole sur le membre droit, c'est $1, le deuxième symbole, c'est $. Et je peux faire la même chose comme ça avec toutes les règles. Alors c'est important évidemment, si E est attribué, d'attribuer chacune des règles de E, forcément. Voilà, donc là, dans ce cas-là, dans cette situation-là, j'applique l'action. Donc je vais récupérer la valeur de l'attribut du premier symbole, en $1, donc c'est le 1 qui a été calculé tout à l'heure. L'attribut du symbole numéro 3, donc $1, $2, $3, n, c'est-à-dire 2 ici. J'exécute l'instruction qui est là, donc je fais l'addition entre les deux, et puis donc ça définit la valeur de E. Alors, si on n'a pas envie de penser à l'ordre dans lequel on réduit les règles de la grammaire pour déterminer l'action sémantique, on peut aussi voir l'application d'une règle de grammaire comme la définition d'une fonction récursive, d'accord? C'est comme si ici je définissais une fonction E, et pour définir la fonction E, récursivement j'appelle E pour reconnaître E, j'accepte plus, j'accepte n, et enfin j'exécute ce code. Et on voit que ça a bien du sens d'exécuter ce code, puisque étant donné qu'il a été exécuté après avoir reconnu le membre droit, les valeurs des attributs de tous les symboles du membre droit sont bien disponibles. En particulier, j'ai bien le $1 qui correspond à l'attribut de E, et le $3 qui correspond à l'attribut de n. Alors, donc maintenant, on va regarder un petit peu ce que fait la grammaire attribuée suivante. Donc regardons un petit peu ce qui se passe. Cette règle-là, E flèche n, une fois que j'ai réduit n, je vais afficher la valeur de n. Et une fois que j'ai réduit E plus n, je vais afficher $3, c'est-à-dire $1, $2, $3, la valeur de n, et suivi par plus. Alors regardons ce qui se passe un peu sur ce mot en entrée, n plus n plus n. Là je commence par réduire la règle numéro 2, donc je vais afficher 1. Ensuite, là, je réduis la règle numéro 1, donc je vais afficher 2 et plus, et puis à nouveau, je réapplique exactement la même règle, d'accord, à cette partie-là, et donc je vais afficher 3 et plus. Donc au final, je vais afficher 1, 2 plus, 3 plus. Donc cette grammaire-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a traduit une expression en format fixe en la même expression sous forme postfixe. Okay, donc c'est un petit traducteur, si vous voulez, c'est une forme primitive de compilateur. Alors c'est bien gentil d'exécuter du code une fois qu'on a reconnu tout membre droit, mais parfois on verra que dans certains cas du code, on a besoin d'exécuter du code au milieu, en cours de traduction. Une fois qu'on a reconnu E, on veut ensuite pouvoir exécuter le code 1, par exemple, pour générer du code assembleur. Donc ça, on appelle ça un schéma de traduction. Ok. Voilà, donc à nouveau, on peut voir les choses sous la forme d'une fonction. Si on n'a pas envie de penser à l'ordre dans lequel on effectue les réductions, ça, c'est un petit peu comme si on définissait une fonction récursive, E, qui s'appelle récursivement, qui exécute le code 1, qui ensuite reconnaît plus, reconnaît n, et qui enfin va exécuter le code 2. Alors, donc maintenant, on va regarder ce que fait cette grammaire. Donc à nouveau, on va regarder ce qui se passe sur la règle la plus simple, en E flèche n. Donc si jamais je reconnais un entier, j'exécute P de n. Alors P c'est print en fait, ça va afficher n sur la sortie standard. Donc si c'est juste un entier, ça va l'afficher. Par contre, si c'est une addition entre E et n, je vais commencer par afficher plus, j'ouvre la parenthèse, ensuite je reconnais E, j'affiche la virgule, je reconnais plus et n, j'affiche $5, alors c'est quoi $5 ici? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les schémas de traduction, le code compte pour un symbole, d'accord? Donc là, c'est $2, $3, $4, $5, et donc $5 c'est bien la valeur de n. Et j'affiche une parenthèse fermante. Alors, rien qu'en regardant ça, et en interprétant E comme une fonction, ce qu'on voit, c'est que ça va traduire le code sous forme préfixe. Alors, la petite difficulté ici, c'est qu'on va afficher du code avant d'avoir reconnu E, donc ça nécessite un traitement supplémentaire, un petit peu d'algorithmique pour pouvoir exécuter ça proprement. Donc, on voit que la première chose qui va être réalisée, c'est d'afficher plus, ouvrez la parenthèse, ensuite on va reconnaître E, d'accord? Donc la reconnaissance de E, c'est la réduction de cette règle, qui va conduire à exécuter ce code et donc à afficher 1. Je réduis, j'obtiens E, j'affiche ma virgule, et finalement j'affiche la valeur de n et je ferme la parenthèse. Donc on a bien traduit cette expression sous forme préfixe. Ok, donc
ces grammaires attribuées sont puisqu'elles vont nous permettre de faire ce qu'on appelle de la traduction dirigée par la syntaxe, c'est-à-dire une traduction au fur et à mesure, finalement, du parcours de l'arbre de syntaxe du programme. Et cette traduction va être spécifiée pour chaque catégorie syntaxique. Un compilateur, si vous voulez, c'est un peu comme n'importe quel logiciel, il faut commencer par le spécifier, et évidemment, on ne va pas spécifier le compilateur en écrivant les règles comme ça, ce serait beaucoup trop lourd. Pour ça, on utilise une notation qui est beaucoup plus légère, mais qui finalement veut dire la même chose, c'est ce qu'on appelle les opérateurs de traduction. Donc l'opérateur de traduction, ça associe à chaque phrase de cette catégorie syntaxique sa traduction. Donc par exemple, si on reprend la traduction d'une expression arithmétique sous forme postfixe, on peut définir un opérateur de traduction qui prend en entrée l'expression arithmétique sous forme infixe et qui retourne la version postfixe de cette expression arithmétique. C'est exactement ce qu'on a écrit tout à l'heure, mais de manière simplifiée. Donc la forme postfixe de n, c'est n lui-même. La forme postfixe de e plus n, c'est la forme postfixe de e à laquelle je vais accoler n et plus. D'accord? Vous voyez, c'est quelque chose. Alors donc maintenant on va appliquer notre schéma de traduction à l'expression 1 plus 2 plus 3. Donc on voit ici que on est dans le cadre de la première règle avec e ici qui est égal à 1 plus 2. Okay, donc il suffit simplement de dérouler cette règle là. Okay, donc on commence par traduire e, c'est-à-dire 1 plus 2, et on affiche n, donc n ici ça vaut 3, et plus. Okay, donc je fais qu'appliquer cette règle là. Ensuite, alors je vais passer ça à la ligne, ce sera plus simple. Récursivement, je vais traduire 1 plus 2. J'applique cette règle-là. Donc 1 plus 2, à nouveau, je vais être dans le premier cas, dans lequel E correspond à 1 et N, correspond à 2. Donc je traduis 1, et puis ensuite je mets N+, 2 plus. Et puis enfin, je traduis récursivement 1, donc là je suis cette fois-ci dans le deuxième cas, et il suffit simplement de mettre l'entier. D'accord? C'est-à-dire 1. J'applique bêtement cette règle-là, sans réfléchir, et au final, je tombe sur cette expression postfixe-là que j'ai donc générée automatiquement avec mon schéma de traduction. Alors on va regarder un petit exemple de schéma de traduction réel, qu'on va réutiliser dans la suite de ce cours. On va considérer une machine à piles avec deux opérations, une opération qui permet d'empiler un entier et une opération qui permet de réaliser une addition. Alors donc la machine à piles qu'on considère, c'est une machine à piles déjà, donc elle a une pile qui va lui permettre de réaliser toutes ces opérations. Et on va considérer qu'on a deux instructions simples. La première qui permet d'empiler un entier sur la pile, donc c'est l'instruction mpush, donc on passe un entier, par exemple 3. Voilà, alors voilà, donc on va écrire un petit programme, donc imaginons qu'on empile deux valeurs, donc pile 3 et 2, et puis au bout d'un moment on veut réaliser des opérations. Donc là on va considérer qu'on a une unique opération qui est une addition, add, comme son nom l'indique. Alors que va faire l'addition? Elle va dépiler ces deux opérandes, elle va réaliser l'addition et elle va empiler le résultat. Si bien que ce programme-là, il va se comporter de cette manière-là. On va commencer par empiler 3. Alors on suppose qu'on empile dans ce sens-là. On part du haut et puis on empile vers le bas. Ensuite on empile 2. D'accord? Donc là je suis rendu à cette instruction-là. Et puis enfin j'exécute l'addition. Donc l'addition va dépiler 2, dépiler 3, calculer donc 2 plus 3, et empiler 2 plus 3. Et donc on va définir maintenant un opérateur de traduction qui prend donc une expression arithmétique et qui génère le code, qui quand on l'exécute, évalue cette expression arithmétique et place le résultat sur le sommet de la pile. Alors maintenant, comment on fait pour définir cet opérateur de traduction? C'est pas compliqué, il suffit de regarder chaque membre droit de la grammaire, donc n et e plus n, et puis spécifier la règle de traduction pour ce membre droit. Donc on va commencer par un entier n, la traduction de n, c'est-à-dire le code qui évalue n et qui le place sur la pile, c'est simplement mpush de n. D'accord? Quand on exécute ça, on place bien n sur la pile, donc ça satisfait bien la spécification. Mon opérateur de traduction. Alors maintenant, comment on fait pour traduire e plus n? On va commencer par traduire e. D'accord? Donc on génère le code, évalue e et place le résultat sur la pile. Donc une fois qu'on a exécuté ce code, on va avoir la valeur de e sur la pile. Et maintenant, si je veux faire e plus n, on voit qu'il suffit d'empiler n, et puis ensuite d'appliquer l'opérateur d'addition qui va donc dépiler n,
dépiler la valeur de E, et puis empiler la valeur de E plus n. D'accord? Donc ça satisfait bien la spécification de mon opérateur de traduction. Alors ça, vous voyez que c'est quand même assez simple à spécifier. Et d'un point de vue implémentation, ce ne sera pas tellement plus compliqué, il suffira simplement de traduire cet opérateur de traduction avec des actions sémantiques. Ok. Donc par exemple ici n push de n, bah, on pourra simplement le spécifier de cette manière-là. Hein. Pour traduire n, bah, on a la valeur de n et donc on empile n. Pour traduire e plus n, on commence par traduire e récursivement. Ok. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, une fois qu'on a traduit E, on a la valeur de E sur la pile, il suffit simplement d'exécuter ce code. Donc il suffit d'empiler n, $3, et puis de générer une opération d'addition. Alors donc on va voir de quelle manière on applique ces règles de traduction pour générer du code pour la machine à pile à partir de l'expression 1 plus 2 plus 3. Alors on voit que l'application va être assez directe, hein. Là on avait deux règles, hein. Il y avait une règle qui traduisait l'entier et la règle qui traduisait la somme de deux entiers. Donc là ici on est dans le cas de la somme de deux entiers avec cette partie-là qui correspond à E, et puis le 3 ici qui correspond à N. Donc on applique cette règle-là, hein. Donc on commence par traduire E, c'est-à-dire 1 plus 2. Ensuite on empile N, c'est-à-dire 3. Et puis enfin, on applique l'addition, et on peut le faire, hein, puisqu'on a ici sur la pile le résultat de 1 plus 2, ici on a 3, et donc bah, si je fais l'addition, bah, je vais bien dépiler les deux opérandes et puis obtenir le résultat final. Alors ensuite, récursivement, on va traduire 1 plus 2. Donc 1 plus 2, à nouveau, je vais pouvoir appliquer cette règle-là, dans laquelle 1, ici, correspond à E. Donc on traduit récursivement E, c'est-à-dire 1. Ensuite, bah, je fais que recopier, hein, donc je fais mpush de l'entier, c'est-à-dire 2, et enfin, je génère mon addition, et puis enfin, récursivement, je traduis mon 1. Donc là, je suis dans le deuxième cas, j'ai juste un entier, donc il suffit simplement de faire mpush de 1. Ok. Et donc au final, ici, on voit qu'on a le code, hein, en gras, voilà, on va mettre en gras. On a le code qui a été généré automatiquement par notre schéma de compilation à partir de 1 plus 2 plus 3.